On a l'habitude de dire que tous les chemins mènent à Rome. En réalité, en ce qui me concerne, j'ai presque envie de dire que tous les chemins en partent. C'est vrai que mon premier grand voyage ne fut pas un voyage dans l'espace, mais fut un voyage dans le temps. C'est-à-dire que j'ai vite appris, en étudiant le latin, le grec, à me replonger dans l'Antiquité et à essayer de comprendre comment pouvaient vivre ces hommes d'une civilisation qui nous était antérieure, mais en même temps très proche et aussi très éloignée. Là, j'ai appris que les anciens avaient un certain goût pour l'homme, comme disait Martial, et qu'ils avaient aussi une première poussée d'humanisme, exprimée notamment par la célèbre phrase de Terence, le dramaturge du IIe siècle avant Jésus-Christ, qui disait « Je suis homme et rien de ce qui est humain ne m'est étranger ». En fait, j'ai été très séduit par la réflexion du philosophe Sénèque et par sa notion de citoyen du monde. Je crois que les anciens m'ont appris à regarder autrement les autres hommes. Et j'ai eu envie de parcourir la planète, non pas pour visiter le vaste monde simplement, mais pour rencontrer d'autres hommes, pour rencontrer d'autres civilisations. Et je pense que le voyage doit être considéré comme un partage. On ne peut pas voyager si on part avec ses certitudes en bandoulière, ses convictions, son air arrogant et sa conviction principale que l'on va dominer le monde. Le voyage n'est pas une conquête, même pacifique. Le voyage, à mon sens, c'est une rencontre, c'est un partage, c'est avoir le cœur et l'esprit ouverts, c'est aussi être prédisposé à une certaine admiration. Nous avons beaucoup à apprendre des autres. Et en l'occurrence, en ce qui me concerne, j'ai eu envie, pour pouvoir mieux comprendre la civilisation romaine, aller chercher dans d'autres civilisations anciennes pour nous des exemples de vie et voir d'autres fonctionnements, d'autres cultures. Quand vous vous trouvez à l'autre bout de la planète et que, par exemple, on en reparlera plus tard, vous êtes chez les Papous, il est bien évident que ça n'a rien à voir avec ce que nous connaissons. Or, ils ont beau être des hommes préhistoriques, ce ne sont pas des hommes qui sont dépourvus de civilisation. Et je crois que ces voyages sont l'occasion d'une prise de distance. Cette distanciation est essentielle pour arriver à mieux comprendre la distance qui nous sépare, nous aujourd'hui, de nos ancêtres romains. Voilà l'objectif essentiel de ces voyages et aussi, il va falloir les relier avec les voyages dans l'Antiquité et notamment le même souci de découverte que pouvaient avoir les anciens, notamment lorsque les Romains sont allés en Chine, et oui, c'était bien avant Marco Polo, c'était au IIe siècle de notre ère. Alors s'il y a une expédition qui évidemment m'a le plus marqué, parmi les nombreuses qu'il m'a été donné de faire, et quelquefois tout à fait dépaysante, c'est le voyage chez les Papous. Les Papous, ce sont des tribus, en fait elles sont nombreuses, qui se situent dans une grande île, la Papouasie qu'on appelle Nouvelle-Guinée pour la partie qui dépend de l'Australie, mais j'étais dans la partie qui appartient à l'Indonésie et qu'on appelle l'Irian Jaya, grande île qui se situe juste au-dessus de l'Australie. Ces peuplades n'ont pas été découvertes depuis très longtemps et celles qui se situent dans le cœur de l'île sont difficiles à atteindre. Alors il nous a été donné il y a plus de 35 ans avec mon épouse et avec les autorisations adéquates de pouvoir aller les visiter, ce qui supposait de prendre un petit avion à 2 places pour aller atterrir sur les hauts plateaux de la vallée de la Baliem, car nous avions choisi d'aller visiter les Lani. Quand on arrive chez les Papous, c'est un dépaysement total. Le meilleur exemple que je puisse vous donner, c'est de vous rappeler vos leçons d'histoire de l'école primaire et ce que l'on disait des hommes préhistoriques. Car les Papous vivent encore à l'époque néolithique, c'est-à-dire à l'époque de la pierre polie.
Et croyez-moi, ce n'est pas tout à fait facile de vivre avec les Papous à l'époque de la pierre polie. C'est une population étonnante. Évidemment, les gens vivent nus. Les hommes sont simplement vêtus de ce qu'on appelle là-bas un kotega, c'est-à-dire un étui pénien qui est fabriqué dans des courges séchées. Ce qui fait qu'on a des variétés de modes et de formes tout à fait canquignolesques, avec par exemple celle qui est en crosse d'évêque, n'est-ce pas, celle qui est en queue de cochon, l'ambitieux qui en a une très longue, etc. Et ce costume national, évidemment, crée déjà un fort dépaysement. Car on ne vit pas là-bas dans des villages, on vit dans des petites unités qu'on appelle des silis, formées de la case des hommes, de la case des femmes et de la case cuisine qui est aussi celle des cochons. Parce que, voyez-vous, le premier dépaysement, quand on est chez les Papous, c'est de comprendre le fonctionnement de la société. Alors c'est très simple, en numéro 1 vient l'homme, en numéro 2 vient le cochon et en numéro 3 vient la femme. C'est-à-dire que le cochon est un animal quasi sacré qui sert pour les échanges. Quand on veut faire un mariage, eh bien on doit payer 5 cochons pour avoir une femme. C'est évidemment le moyen de paiement. Or, ce cochon occupe donc une place centrale dans la vie du Sili, dans la vie de la petite communauté locale. C'est-à-dire que lorsque la truie met bas de nombreux gorets, et qu'elle n'arrive pas à nourrir tout le monde, eh bien, la femme papou est chargée de l'aider. Alors, elle va allaiter le petit cochon. Il y a le petit dôme et le petit goret. Le petit dôme a droit à un sein, le petit goret à l'autre sein, chacun le sien. Et comme le petit goret tire plus que le petit dôme, eh bien, la femme papou a un sein qui pend plus que l'autre. Alors, tout ce petit monde se retrouve le soir autour du feu dans la case cuisine et vous voyez la femme papou qui berce le petit cochon dans ses bras en lui chantant une berceuse dans son patois local, ce qui évidemment est quelque peu étonnant. Et ce petit cochon va l'accompagner dans ses travaux des champs, car là-bas, c'est la femme qui, avec son bâton à fouir, comme les hommes préhistoriques, va travailler l'unique alimentation, c'est-à-dire la patate douce. Alors, elle s'en va avec un filet, pour rapporter bien sûr ses patates douces, mais un filet qui n'est pas tissé, car les Papous ne savent pas tisser, mais un filet tressé. Et ce filet a 3 poches, une poche pour rapporter les patates douces des champs, une poche pour mettre le petit cochon et une poche pour mettre le petit dôme. Donc la femme papou va travailler au champ avec son petit goret et son petit bébé. Ça fait donc une société tout à fait particulière. Alors évidemment, vivre avec les Papous, ce n'est pas facile. Je dois vous confesser qu'ils étaient fort étonnés de nous voir habillés. Alors je dormais bien sûr dans la case des hommes, je voulais bien me déshabiller, mais vous savez, là-bas, ils dorment dans du foin. Ce foin, qui n'est pas changé souvent, est farci, truffé de puces, de poux, de petites souris et de bestioles en tout genre. Alors j'avais quand même négocié de pouvoir utiliser mon duvet. Et en plus, ça la vallée de la Baliem, comme c'est l'hiver au mois d'août, vu l'équateur, eh bien, nous avons froid. Ça peut descendre jusqu'à 0 degré. Donc, dans ces cabanes bambou, c'est le cas de le dire, j'avais sollicité l'autorisation de pouvoir me mettre dans mon duvet pour éviter le froid. Alors, ces Papous bien braves se sont dit que j'étais une petite nature et ont voulu me faire plaisir en faisant du feu au milieu de la case. Le seul détail, c'est qu'il n'y a pas de trou pour évacuer la fumée. Donc, au bout de 10 minutes, je me suis retrouvé enfumé comme un jambon, je pleurais, je toussais et je suppliais qu'on éteigne ce feu. Ce qu'ils ont fait avec, je l'ai bien vu, un air très interrogateur en étant très inquiet sur ma santé mentale. Mais enfin, bon, j'ai quand même survécu. Et quand je dis survivre, c'est important parce que quand j'y suis allé, les Lani étaient encore une tribu anthropophage. Entendons-nous bien, qu'est-ce que l'anthropophagie chez les Papous? C'est simplement une opération magique. Quand il y a blasphème, en quelque sorte, car ils sont animistes, eh bien il faut faire disparaître la cause. Et la meilleure façon de la faire disparaître, c'est de l'ingérer.
C'est ainsi par exemple que dans une autre tribu, le fils Rockefeller, qui bénéficiait de l'argent de papa et qui était ethnologue, avait monté une expédition et est allé voir ses papous pour voir comment ils vivaient. Il a voulu filmer une fausse bataille entre deux tribus. Les papous sont préhistoriques, ils ne sont pas stupides. Ils ont bien compris que c'était une mauvaise manœuvre, une manipulation, et au lieu de s'entrebattre pour la télévision, ils ont simplement fait passer le fils Rockefeller et sa petite tribu à la casserole. Donc, évidemment, nous avions eu beaucoup de mal à aller chez les papous parce qu'il a fallu avoir des autorisations spéciales, et il se trouve que 2 mois avant notre passage, ils avaient quand même mangé 4 explorateurs hollandais, donc évidemment, nous n'étions qu'à moitié rassurés. Mais ce sont des gens très doux en apparence, alors il faut simplement faire attention de ne pas les choquer. La vie est donc très très différente. On n'imagine pas ce que ça peut être que de vivre avec une tribu papoue. Par exemple, nous avons eu la chance, si je puis dire, d'assister au sacrifice du cochon pour fêter un mort. Alors à ce moment-là, nous avons eu la cérémonie qui a été précédée par le sacrifice. On a amené le cochon, on l'a tué avec des flèches rituelles, et puis on l'a ensuite dépecé, et dans un grand trou qui était creusé au cœur du Scilly, on a tapissé avec ce trou avec des grandes herbes, et on a mis des morceaux de cochon crus et des pierres chaudes qui avaient été préalablement chauffées sur le feu. Et une alternance de pierres chaudes et de cochon, le tout enfermé comme à l'étuvée à la vapeur. Pendant 2 heures, ça a donné une viande insipide et particulièrement mal cuite. Évidemment, comme nous étions des invités exceptionnels, nous avons eu droit aux morceaux de choix, c'est-à-dire la couenne et le gras. Je vous avoue que j'ai été malade comme un cochon, si je puis dire. Heureusement, ça a attendu le lendemain parce qu'ils auraient pu mal prendre, effectivement, que je refuse ou que je ne participe pas au festin. Alors, ce sont des personnages tout à fait étonnants. Et je voudrais vous dire quelles leçons de civilisation, par exemple, m'ont donné ces papous. La première leçon de civilisation, c'est justement dans la guerre. Car ils ont pour tout armement des flèches de bambou qu'ils fabriquent eux-mêmes, et lorsqu'ils s'affrontent entre 2 tribus, eh bien, ils se lancent leurs flèches, mais on s'arrête au premier sang. C'est-à-dire que dès que l'un est blessé, éventuellement mort, on arrête là les hostilités et aussitôt la victoire est donnée au camp de celui qui est resté en bonne santé par rapport à son adversaire. Je crois que si on avait fait la même chose, il y aurait eu moins de morts durant nos guerres mondiales. Autre leçon de civilisation, le respect de l'ennemi. Voyez-vous, quand on est sur les hauts plateaux de la Baliem, on n'a pas de sel. Or, le sel est nécessaire à la vie. Donc, pour aller trouver du sel, il faut se rendre en escaladant, c'est une véritable épreuve de sport, dans la montagne, à une source saumâtre, dont je ne sais pas d'ailleurs d'où vient l'eau. Et nous avons là des femmes avec leurs petits filets tressés qui montent des feuilles de bananier. Et tout le monde se retrouve à la source saumâtre pour faire tremper les feuilles, les faire sécher, ensuite les brûler pour faire du sel, des cendres salées qui serviront de sel pour la nourriture. Or, ces femmes se retrouvent quel que soit leur camp. Jamais on n'empêchera les femmes du camp ennemi d'aller chercher le sel nécessaire à la vie. Eh bien, voilà 2 exemples, aussi bien à la guerre que pour le sel, qui me laissent penser que, tout préhistoriques qu'ils sont, nos papous sont néanmoins des gens dont nous pourrions tirer quelques leçons de civilisation. Mon premier grand voyage en Asie, j'avais environ 25 ans, s'est situé dans une île lointaine qui appartient à l'archipel indonésien et qu'on appelle Sulawesi et qu'on appelait auparavant les Célèbes.
C'est l'île dont la ville principale est célèbre aussi par son nom, c'est Makassar, avec le célèbre bois d'ébène. Mais à l'intérieur de l'île, notamment vers le sud et dans les montagnes, j'ai participé au premier trekking qui avait été organisé pour visiter des villages Toraja. Alors les Toraja, ce sont des peuples qui sont venus d'ailleurs il y a très longtemps, d'origine mélanésienne, et qui se sont réfugiés dans ces montagnes où ils ont développé des rites fort intéressants, notamment pour leurs morts. Mais ce que je voudrais d'abord dire, c'est que l'émotion a été très grande de faire ce trekking dans les montagnes parce que c'est la première fois que ces populations voyaient des Blancs. Et quand vous vous trouvez dans un village où la population, en vous voyant évidemment, est prise d'une certaine forme de stupeur, et puis soudain vous fait un accueil extraordinaire, vous vous posez des questions qu'on a vite résolues, à savoir que dans la mythologie des Toraja, les ancêtres qui sont donc morts reviennent les bras chargés de cadeaux sur terre sous la forme de blancs. Parce que partout en Asie, et là comme ailleurs, avoir la peau blanche, c'est une marque de majesté, pour ne pas dire de divinité. Alors, se trouver accueillis comme des dieux, c'est très flatteur, mais c'est un peu encombrant. Donc, on a vite dû faire comprendre, effectivement, à ces gens, comme on a pu, que nous n'étions pas des divinités, leurs ancêtres revenus sur Terre, mais que nous étions simplement des gens venus d'Europe. Alors, soyons clairs, voilà un bel exemple de modestie pour nous. Quand vous êtes face à des populations comme celle-là, on ne vous pose même pas la question traditionnelle « d'où venez-vous » Bien souvent, on m'a dit « d'où venez-vous » Je disais « de France », on me regardait avec des grands yeux parce qu'on n'avait aucune idée de ce qu'était la France ni où elle pouvait se trouver. Si je disais d'Europe, ça allait un petit peu mieux. Mais quand on est chez les Toraja ou quand on est dans d'autres sites comme celui des Papous, eh bien là, on ne vous pose pas la question parce qu'on n'existe pas. Tout simplement, ils n'imaginent pas qu'il puisse y avoir d'autres peuples ailleurs et d'autres terres ailleurs. Par conséquent, on est totalement dépaysé. Et alors, on vivait naturellement avec eux. Le moyen de les amadouer, c'est une recette que j'ai souvent utilisée, c'est de jouer avec les enfants. Parce qu'évidemment, les enfants se précipitent, ils sont là autour de vous, ils sont pleins d'enthousiasme. Alors, on organise un jeu de la chandelle, par exemple. On les fait tous se prendre par la main, et puis on est 2, 3 adultes, et on commence à jouer avec un mouchoir. Hein, et immédiatement, en 5 minutes, ils ont compris le principe, et ils se mettent à courir, ils se mettent à jouer aussi. Petit à petit, les adultes s'intègrent au cercle, et c'est comme ça que tout le petit village est là, et qu'on joue tous ensemble. Et c'est comme ça qu'on fait connaissance, et que on s'intègre finalement à la vie locale. Alors, ce qui est intéressant dans ces villages Toraja, ce qui nous avait le plus frappé, ce sont évidemment les cérémonies funéraires, car il s'agit de sacrifices de buffles. Et quand vous partez le matin à 5 heures d'un village et que vous allez dans un village autre où l'on vous a dit qu'on allait pratiquer ces sacrifices de buffle, il n'y a pas de chemin pour y aller, vous êtes là en équilibre sur les murets de terre entre les rizières, vous êtes dans ce paysage avec ces grands araucarias et ces rizières un peu partout, sous ce ciel d'Asie, c'est évidemment une promenade magique. Et vous arrivez dans un village, le village Toraja a des maisons très spécifiques, en forme de bateaux retournés, avec des panneaux sculptés et peints de couleurs assez vives. On se retrouve donc dans la cour au milieu de quelques maisons. Les invités sont là, le mort est là aussi, et soudain, on amène les buffles. On amène les buffles alors que retentit le Mabadong, c'est-à-dire que le chant des morts qui explique toute la vie du mort et qui son cheminement vers l'au-delà. Donc il y a une émotion qui monte progressivement et les buffles sont amenés les uns derrière les autres. Plus la famille est riche, plus on sacrifie de buffles. Ce jour-là, il y avait quand même 7 buffles. Mais j'ai vu à d'autres occasions et dans d'autres villages, des familles très riches sacrifier jusqu'à 20 buffles. Donc il faut imaginer le sacrificateur avec sa machette à la main qui est là
et qui doit faire un geste précis, surtout ne pas le manquer, pour couper la carotide au moment où le buffle se redresse, n'est-ce pas, est prêt à lui bondir dessus, ce qui est très dangereux évidemment pour le sacrificateur. Un jet de sang jaillit de la gorge du buffle qui se met à faire des bonds avant de s'affaler en poussant des râles horribles. C'est évidemment très spectaculaire. Alors le premier buffle est là, puis le deuxième, le troisième, le quatrième. L'odeur du sang commence à monter, une espèce de ferveur imprègne toute l'assistance, et progressivement on se trouve pris dans cette ambiance très particulière, dans ce cadre qui est vraiment unique, et on fait partie finalement de la famille et de tous les invités qui sont là. Les enfants jouent, ils vont chercher des bambous, ils recueillent le sang dans la gorge du buffle, on leur coupe les sabots, qui va être pour eux l'occasion de faire des jeux de compétition, et puis ensuite on va dépecer les buffles, on va enlever la peau, on va découper la viande, tous les invités auront droit à un morceau de viande à remporter chez eux. Enfin, c'est une cérémonie tout à fait extraordinaire et qui vous plonge dans un autre monde. Alors évidemment, pour ma première expérience, si j'ose dire, avec ce monde asiatique, là c'est une forte émotion et c'est un très fort souvenir. Pour moi, le voyage est d'abord une rencontre, ou plutôt des rencontres. Comme je l'ai dit déjà, il faut partager quelque chose avec les habitants. Mais parmi ces rencontres, il y en a qui marquent beaucoup plus que d'autres. Et je voudrais vous raconter l'histoire d'un Chinois, d'un jeune Chinois, qui avait, quand je l'ai rencontré, environ 25 ans. C'était en 1987. Et nous avions obtenu l'autorisation de faire la traversée totale du Tibet. Mais pour cela, évidemment, à l'époque, aucune liberté, il fallait être encadré à la fois par un guide local et un guide national. Or, pour nous guider, on nous a envoyé un jeune étudiant de l'université de Pékin qui s'appelait De Yu, de son prénom, et qui allait nous accompagner pendant tout le mois de cette traversée du Tibet. J'ai vu arriver un matin, donc, à l'hôtel, ce jeune homme très sérieux, très timide aussi, avec un petit air, je ne dirais pas suffisant, mais comme l'ont souvent les Chinois quand ils sont un peu intimidés et qu'ils n'osent pas trop s'aventurer avec l'étranger. Très vite, je me suis aperçu que c'était un garçon extraordinaire. Il parlait un français impeccable, il étudiait le français à l'université de Pékin et il étudiait aussi l'anglais. Et il avait une culture littéraire à faire pâlir d'envie bien de nos étudiants français. Il venait de faire en troisième année un diplôme sur Robbe-Grillet, et il s'apprêtait à faire un diplôme final qu'il m'enverra par la suite à propos des formes de la mort chez Camus. De Yu, donc, m'a proposé de collaborer avec lui et nous avons travaillé pendant ce mois aussi sur les structuralistes, sur Merleau-Ponty, parce qu'il avait un livre à traduire en chinois, un livre français sur ces structuralistes. Ce garçon, qui était donc un brillant étudiant, était en fait d'origine extrêmement modeste. Il venait des Rizières du Sud, dans un petit village, et il n'avait réussi à grimper les échelons que par les concours qui sont proposés aux enfants, aux élèves à chaque niveau, pour entrer au collège, puis pour entrer au lycée, dans la grande ville, et puis après, il avait réussi le concours de l'université de Pékin, qu'il faut bien reconnaître comme étant l'un des 5 plus difficiles de toute la Chine, et qui correspond à peu près à l'équivalent de l'entrée dans une grande école chez nous. C'est dire combien ce garçon était méritant. Or, quand nous nous sommes quittés, évidemment, il était plein d'espoir. Il avait le rêve de devenir professeur de français et de poursuivre donc ses chères études.
Malheureusement, nous sommes restés en contact, bien sûr, par lettres. Malheureusement, l'histoire a tourné autrement, puisqu'il y a eu les événements de 1989, et que, alors qu'il était jeune diplômé, eh bien, on lui a assigné un poste de guide à Canton. Donc voilà Mondeuillu qui se retrouve guide pour les touristes dans la ville de Canton. Autant dire sa déception. Mais quand les événements de 89 se sont déroulés, on n'a plus eu besoin de tous ces guides, car le tourisme était en nette baisse. Par conséquent, on lui a trouvé une place comme porteur de bagages à la gare de Canton. Ce qu'il y a de bien en Chine, c'est qu'on vous trouve toujours un débouché, mais qu'on ne vous demande jamais votre avis. Quelque temps plus tard, il était totalement désespéré. De Yu m'apprend qu'il avait, par piston, ça marche beaucoup en Chine, il avait réussi à obtenir un poste de standardiste de nuit. Vous voyez, le jeune diplômé, brillant intellectuel, en train de manier les téléphones. Et puis, pendant quelque temps, je n'ai plus eu de nouvelles. Et un beau jour, chez moi, à Paris, le téléphone sonne, c'était De Yu. De Yu venait d'arriver. Et il m'a téléphoné, je l'ai rejoint le soir même, et il avait pu sortir du pays, ce qui n'était pas possible lorsque je l'avais rencontré, et il faisait des études à l'ESSEC. Alors je lui ai demandé pourquoi ce miracle, comment était-ce possible? Eh bien figurez-vous qu'il a repris son travail de guide à Canton quand le tourisme est revenu, et qu'un jour où il guidait la femme d'un riche industriel de Taïwan à Shanghai, il a eu la chance, si je puis dire, que cette femme tombe malade, assez gravement. Il s'en est très bien occupé, il l'a emmené à l'hôpital, il est allé la voir, il a fait toutes les démarches, il l'a aidée. Et par reconnaissance, le mari de cette femme, donc riche industriel de Taïwan, a proposé à De Yu de le faire sortir du pays et de lui offrir des études, tout frais compris, d'abord aux États-Unis, mais il parlait surtout le français et il était assez malheureux évidemment avec le mode de vie américain. Il a préféré donc revenir en France et il a été admis parmi les étudiants étrangers à l'ESSEC et ensuite il a pu retourner dans son pays. Il m'a dit je veux faire du business, je veux servir mon pays, je retourne en Chine pour travailler effectivement. Alors je ne sais pas ce qu'il est devenu parce que malheureusement je n'avais plus son adresse et il ne m'a plus donné de nouvelles, mais je me dis que c'est quand même un destin tout à fait extraordinaire que celui de ce fils de paysan pauvre, parvenu par sa seule intelligence jusqu'à une des plus grandes universités de Chine, hautement diplômé, mais promis à un triste avenir à cause du régime chinois, et qui avait eu la chance, dans son malheur, de rencontrer cette femme, et le mari donc de cette femme lui a permis de changer totalement sa destinée. Évidemment, je regretterai toujours que De Yu n'ait pas pu devenir professeur et peut-être continuer au service de la langue française qu'il servait si bien, mais je pense qu'aujourd'hui il a une autre destinée, et je le souhaite en tout cas, j'espère qu'il est heureux. Il n'y a pas que les hommes d'aujourd'hui qui voyagent. Les Romains, en leur temps, voyageaient beaucoup plus qu'on ne le dit parfois. Mais il y a un voyage tout à fait extraordinaire qu'ils ont réussi à faire au IIe siècle de notre ère, c'est d'aller jusqu'en Chine. Alors évidemment, ça ne s'appelait pas encore la Chine à l'époque, ça s'appelait la Sérique. En tout cas, c'est l'endroit où l'on produisait au monde, le seul endroit, la soie blanche. Et cette soie blanche, elle venait de Chang'an, c'est-à-dire d'une ville impériale qui était à quelques dizaines de kilomètres de l'actuel Xi'an. Alors, les Romains ont fait ce voyage par voie maritime. Il existait depuis 2 siècles, 3 siècles, au moment où ils y sont allés, des voies de communication, mais en général, les caravansérails permettaient aux équipes de différents pays de se relayer, de faire passer la marchandise, et on avait donc comme ça les marchands qui parcouraient le monde. Les Romains ont essayé, pour diminuer évidemment les frais, de faire le trajet d'une seule traite, c'est-à-dire des mois, peut-être des années, en utilisant les vents de mousson.
Ils sont partis par la Méditerranée, par la mer Rouge. Au sud de la mer Rouge, ils sont allés droit vers l'Inde du Sud, grâce à la mousson qui les portait. Les Indiens leur avaient appris comment suivre ces vents de mousson. Eux-mêmes, qui n'avaient pas de boussole, se dirigeaient grâce à des oiseaux extraordinaires qu'ils appelaient des oiseaux découvreurs de rivage. Il suffisait de lancer en l'air un de ces oiseaux et ils prenaient immédiatement la bonne direction de la terre. Ensuite, on parcourait le sud de la péninsule indienne. On traversait le golfe du Bengale toujours grâce à la mousson, donc il fallait attendre évidemment que la mousson soit dans le bon sens. Puis on faisait le tour de la presqu'île de Malacca et on remontait jusque ce qui est aujourd'hui le Nord-Vietnam, à peu près à la hauteur de la baie d'Along, jusqu'en Annam, qui appartenait à l'époque à l'Empire de Chine. Et ensuite, on continuait par voie terrestre jusqu'à la cour du Fils du Ciel, donc qui se trouvait à Chang'an. C'est une expédition extraordinaire. Évidemment, on n'a jamais su s'ils sont revenus en chair et en os et entiers de leur expédition. Et les textes latins, nombreux à nous parler de la Syrie, du pays de la soie, ne nous parlent pas de cette expédition. On la trouve mentionnée dans les annales des Han, donc dans les annales chinoises. Alors, c'est extraordinaire de penser que des hommes, pour de l'argent, évidemment, pour du commerce, ont eu l'audace d'accomplir ce qui est un véritable exploit. Surtout quand on sait qu'évidemment, d'un point de vue géographique et la géolocalisation de l'époque, n'est-ce pas, les satellites n'étaient pas tout à fait aussi au point que ceux d'aujourd'hui. Donc, on peut se dire que le voyage, bien 1000 ans avant Marco Polo, vers l'Asie, a déjà fasciné des hommes au point de leur faire prendre ces risques. Mais voyez-vous, je peux vous raconter l'histoire, certes un peu hypothétique, mais probable quand même, des premiers Romains à s'être retrouvés en Chine. Et ceux-là, ce n'était pas volontaire de leur part. C'est l'histoire d'un destin. Imaginez nos ancêtres gaulois, qui faisait partie de l'armée de César, sous la direction de Publius Crassus, le fils du grand Crassus, et Crassus a emmené donc ses cavaliers gaulois pour aider son père à la bataille de Caraë, là-bas en Turquie actuelle, pour combattre les Parthes. Ils ont été battus. Les Romains ont été faits prisonniers. Beaucoup sont morts. Les Parthes avaient l'habitude de transporter à l'autre bout de leur empire les prisonniers. Donc, voilà des Romains qui se sont retrouvés depuis ce qui est à peu près aujourd'hui la Turquie, on va dire, de l'Est, jusqu'à la Sogdiane, c'est-à-dire l'Ouzbékistan d'aujourd'hui. Et là, ils ont fait souche, ils ont appris ce qu'ils savaient aux populations locales, etc. Bon, puis, les Huns blancs, qui venaient de l'autre côté, du côté de la Mongolie, étaient venus jusqu'à la frontière parthe et particulièrement belliqueux, les avaient attaqués. Eh bien, ils ont fait aussi des prisonniers. Un certain nombre de ces Romains qui combattaient pour les Parthes, puisqu'ils étaient leurs prisonniers, se sont retrouvés prisonniers cette fois-ci des Huns, de l'autre côté de la frontière. À la suite de quoi, les Huns, je vais vite, les Huns étant en opposition aux Chinois, se sont affrontés avec les Chinois, avec leurs prisonniers romains entre autres, et les Chinois ayant gagné, ils se sont retrouvés en Chine. Et il y a il existait un village près de Zelazai aujourd'hui, qui était donc un village fait pour ces Romains, que l'Empire chinois, près de la Grande Muraille, avait installé là. Et c'était environ en 36 avant notre ère qu'ils se sont installés donc en Chine. Ils y ont terminé leur jour, ils avaient déjà au moins 40 ans, ils y ont terminé leur jour donc dans ce village. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, nous trouvons dans un village qui lui existe bien et qui n'est pas loin de l'ancien village des Romains, de Lijiang par conséquent, des hommes de Chine qui revendiquent, parce qu'ils ont le long nez, comme disent les Chinois, à l'occidental, qui revendiquent la descendance et qui prétendent avoir comme ancêtres ces Romains
qui se trouvaient à Lijiang. Romains parmi lesquels sans doute se trouvaient peut-être quelques Gaulois. Il devait être environ 150 à la fin, n'est-ce pas, environ. Vous voyez que c'est une histoire tout à fait extraordinaire. Naturellement, on ne connaît pas le fin mot de l'histoire parce que le gouvernement chinois n'a pas voulu entendre parler d'analyse pour vérifier tout cela. Il leur a signifié qu'ils étaient des Han comme tout le monde et que par conséquent, ils étaient chinois et il n'était pas question d'entendre parler d'origine romaine, bien entendu. Ces voyages en Asie, l'Asie qui a été si tourmentée par son histoire durant ce XXe siècle, m'ont permis de rencontrer aussi beaucoup de souffrances. Et je veux simplement d'un mot rappeler la souffrance des Cambodgiens, tels que je les ai rencontrés au lendemain de l'occupation de Pol Pot. Et combien de morts ils ont dû supporter, mais combien les vivants aussi ont été torturés, détruits par ces années de sang. Alors, en face de cela, pour arriver vers une conclusion, il y a en Asie toujours une culture, une civilisation même, qui m'a beaucoup fasciné, qui continue de m'éblouir. C'est la civilisation japonaise. La civilisation japonaise parce que j'admire chez ces hommes et ces femmes la faculté qu'ils ont de garder leur tradition, de la respecter, alors qu'eux-mêmes vivent dans une modernité qui nous dépasse nous-mêmes souvent. Et le fait de voir se promener le soir, à l'heure où l'on va dîner, vers 18h ou 18h30, dans les quartiers les plus branchés et les plus modernes de Tokyo, comme à Ginza par exemple, des femmes en kimono, c'est quelque chose qui est assez troublant. Et je remarque d'année en année, j'y vais presque tous les ans, que les jeunes maintenant prennent soin de s'habiller des habits traditionnels, même les garçons. Il y a un retour volontaire à ces traditions. Et on assiste à de nombreuses fêtes populaires qui ne sont pas du tout touristiques et qui sont étonnantes de bienveillance, de bonhomie, et je crois qu'on y prend là aussi de belles leçons. Alors, je voudrais d'un mot dire cette phrase de Saint-Exupéry qui peut-être résume tout cela et tout ce que j'ai pu vous raconter. Cette phrase, c'est « Mon frère, si tu diffères de moi, loin de me léser, tu m'enrichis ».